Nouvelle formule d'habitat pour les personnes âgées atteintes par exemple par des maladies neuroévolutives comme la maladie d'Alzheimer est actuellement apparue, si j'ose dire, sur le marché. On peut créer un habitat inclusif à condition de répondre à un certain nombre de critères qui sont définis dans la loi. Et non seulement on peut créer un habitat inclusif, mais en plus, éventuellement, mais pas toujours, dans certaines conditions, on peut avoir un financement minimum, au moins d'un poste qui va coordonner, animer, réguler l'habitat partagé et accompagné. Alors, bon, c'est vrai qu'au début, ce type d'habitat partagé et accompagné a surtout été développé dans le secteur du handicap. Alors, en ce qui concerne les personnes atteintes de maladies neuroévolutives comme la maladie d'Alzheimer, il faut savoir qu'en fait, ce type d'habitat partagé et accompagné existe en Allemagne donc pratiquement depuis 30 ans et qu'actuellement, il y en existe en Allemagne à peu près 4000. Donc, le recul des colocations en Allemagne permet d'être persuadé que à la fois la qualité de la vie est supérieure à celle des institutions dans les colocations et il semble bien qu'en particulier la perte d'autonomie qu'on constate chez les gens qui rentrent en institution soit moins rapide dans les habitats accompagnés et partagés que dans les institutions. Bon, ceci dit, le problème n'est pas de jeter la pierre aux uns et d'encenser les autres. Le problème, c'est que les gens aient le choix et que finalement, ils puissent financièrement assumer ce choix entre rester chez eux, éventuellement participer à une colocation, un habitat partagé accompagné ou entrer dans une institution. Mais que ce choix soit vraiment possible et à peu près équilibré financièrement dans les trois cas. Donc nous sommes directement inspirés du modèle allemand, en fait, lequel avait été créé par les petits frères des pauvres à Berlin. Bon, notre projet il est dans les Yvelines, à Buc, dans une petite commune de, je crois, autour de 3000 habitants dans la banlieue de Versailles. Donc 8 personnes, accompagnées 24 heures sur 24, 2 auxiliaires de vie le matin, 2 auxiliaires de vie l'après-midi, une auxiliaire de vie la nuit, avec un étudiant qui loge gratuitement sur place et qui peut éventuellement seconder l'auxiliaire de vie la nuit. Et en plus, une personne qui coordonne l'ensemble du dispositif. Et c'est la seule personne qui bénéficie d'un budget de l'État, grâce à ce qu'on appelle le forfait de l'habitat inclusif. Tout le reste du personnel, finalement, c'est comme dans l'aide à domicile, ce sont les colocataires qui mettent en commun leurs ressources pour financer des aides à domicile. Donc le but de l'opération, finalement, c'est de permettre de rester dans quelque chose qui ressemble beaucoup à du domicile, mais qui est difficilement assumable financièrement quand on a besoin d'aide 24 heures sur 24. Là, la mise en communauté des ressources permet la mise en communauté de l'aide et permet donc à ces 8 personnes d'avoir de l'aide 24 heures sur 24 dans quelque chose qui ressemble énormément à une maison ordinaire. Finalement, quelque part, c'est une grande maison familiale. Et donc, finalement, il va y avoir dans cet endroit, comme je dis toujours, il va y avoir plusieurs communautés qui vont travailler ensemble. Une communauté d'auxiliaires de vie, une communauté de familles. Il faut aussi que les familles s'entendent entre elles, parce qu'elles vont avoir des décisions communes à prendre sur la marge de la colocation. Une communauté de personnes atteintes. Il faut aussi qu'elles s'entendent entre elles, vont quand même mener une vie en commune. Et puis, on va avoir autour une communauté de bénévoles, dans la mesure où on est inséré dans un endroit où il y a par exemple des entreprises qui font beaucoup de bénévolat et on s'aperçoit que la petite taille de la structure, son aspect un peu attachant, familial, attire beaucoup plus les bénévoles que des grands projets institutionnels.